Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet qui suscite souvent la curiosité. L'histoire et l'évolution de la franc-maçonnerie. On va essayer de retracer un peu ce parcours, depuis les origines parfois un peu floues, jusqu'à ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors pour commencer, il y a ces fameuses origines opératives. On pense tout de suite aux bâtisseurs du Moyen Âge, les maçons des cathédrales, avec leurs confréries. Oui, c'est l'image classique. Et on a des textes anciens, les Old Charges par exemple. Bon, ce sont des documents un peu particuliers qui mélangent règles du métier et récits légendaires comme celui du Temple de Salomon. D'accord, mais il faut être prudent avec ça, n'est-ce pas? L'histoire aujourd'hui fait bien la part des choses. Tout à fait. Les historiens modernes, disons, distinguent clairement ces mythes fondateurs, qui ont une valeur symbolique, des faits historiques avérés. C'est important. Et il y a cette idée d'une transition, que les loges de bâtisseurs seraient devenues petit à petit des loges de pensée. Bah oui, c'est la théorie de la transition. L'idée que des loges opératives auraient admis des membres non maçons, des gentlemen masons, au XVIIe siècle, surtout en Écosse et en Angleterre, et que ça aurait transformé la nature des loges. Mais cette théorie, Elle est aujourd'hui assez largement remise en question par les chercheurs. La continuité directe, elle n'est pas si évidente. alors si ce n'est pas une transformation directe, comment est née cette franc-maçonnerie spéculative, celle qu'on connaît plutôt aujourd'hui? Accès sur la philo, le symbole. Alors là, le consensus des historiens pointe vers les îles britanniques au tout début du XVIIIe siècle. L'acte de naissance formel, c'est 1717, la création de la première grande loge à Londres. En plein siècle des Lumières. Exactement. C'est le contexte intellectuel de l'époque, rationalisme, humanisme naissant. D'ailleurs, certains des fondateurs étaient proches de la Royal Society, ce n'est pas anodin. Et donc, plutôt qu'une transition, on parle. On parle plutôt d'un emprunt. L'idée, c'est que les fondateurs de 1717 ont consciemment choisi de reprendre des symboles, des rites, des traditions des anciens métiers de la construction. Mais pour en faire autre chose. Voilà, pour créer une nouvelle forme de sociabilité qui n'est plus centrée sur le travail manuel de la pierre, mais sur, disons, le perfectionnement intellectuel et moral des individus. D'accord. Une création délibérée, en quelque sorte, qui réutilise des formes anciennes pour un projet nouveau. Et ça a marché, visiblement. Ah oui, ça s'est répandu très vite. D'abord en Europe, la France a été un terrain d'accueil important, puis ça a essaimé un peu partout dans le monde, en suivant les réseaux commerciaux, les mouvements de population. Et au fil des siècles, elle s'est structurée comment, cette franc-maçonnerie? C'est devenu un espace de réflexion, c'est ça? Principalement, oui. Un lieu de sociabilité où l'on discute, où l'on travaille sur soi à travers des symboles, une philosophie. Mais elle a aussi vécu des débats internes assez forts. Comme par exemple? Le plus connu, c'est sans doute au XIXe siècle, la querelle du grand architecte de l'univers. Ah oui, la question de la référence à un principe créateur? C'est ça. Est-ce que c'est obligatoire d'y croire? Ça a mené à une divergence majeure entre les courants dits réguliers, qui maintiennent cette référence comme indispensable, et les courants libéraux ou adogmatiques, qui insistent sur la liberté absolue de conscience. Chaque membre croit ou ne croit pas, selon ses convictions. Une distinction qui existe toujours aujourd'hui? Tout à fait. Et puis, autre évolution majeure, à partir de la fin 19e siècle, début 20e siècle, c'est l'arrivée progressive des femmes. Principalement d'ailleurs dans ces courants libéraux. Et son rôle dans la société? On entend parfois parler d'engagement. Oui, il y a eu des implications dans les débats sociaux, par exemple le soutien au développement du mutualisme, ou en France notamment, une forte implication dans la promotion de l'école publique et laïque. Et ça n'a pas toujours été simple. L'histoire de la franc-maçonnerie est aussi marquée par des oppositions fortes. Ah oui, très forte. Elle a souvent été la cible de courants réactionnaires, de certains milieux religieux très hostiles et des nationalismes exacerbés qui voyaient d'un mauvais œil une organisation internationale. Et le XXe siècle a été particulièrement difficile. Terrible, oui. Les régimes totalitaires, le fascisme en Italie, le nazisme en Allemagne, le franchisme en Espagne, certains régimes communistes l'ont persécutée sans merci. Elle a quasiment disparu d'Europe continentale pendant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de maçons ont été déportés, tués. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, où en est-on? Eh bien, elle s'est reconstruite. Elle est présente sur tous les continents, avec une grande diversité de pratiques, d'obédience, adaptées aux contextes locaux. On peut mentionner par exemple le Grand Orient de Suisse, qui s'inscrit dans cette tradition européenne contemporaine. D'accord. Et qu'est-ce qui est mis en avant aujourd'hui? Toujours ces débats sur les origines? Moins, en fait. Bien sûr, l'histoire intéresse toujours, mais l'accent aujourd'hui est mis beaucoup plus sur les valeurs défendues.
l'humanisme, la fraternité, la tolérance, la liberté de conscience. Et sur le travail concret, l'amélioration de soi, mais aussi une contribution à l'amélioration de la société. Donc, si on résume, on part de références symboliques aux bâtisseurs médiévaux, on a une naissance structurée au XVIIIe siècle, dans l'esprit des Lumières, puis une histoire faite de débats philosophiques, d'épreuves historiques et d'un certain engagement. Finalement, l'important, ce n'est peut-être pas tant de savoir exactement d'où ça vient. Que de voir ce que ça représente et ce que ça fait aujourd'hui. Exactement. L'accent est mis sur le présent et l'avenir, sur les idéaux et les actions. Une perspective intéressante, oui. Et ça t'a ouvert une réflexion plus large, je trouve. Au-delà de la structure maçonnique elle-même, on peut se demander comment ces principes, apprendre à se connaître, dialoguer de façon respectueuse, même quand on n'est pas d'accord, s'engager pour un idéal qui nous dépasse un peu, comment tout cela peut résonner ou inspirer une démarche personnelle, une quête de sens ou une action citoyenne dans le monde actuel.